bienvenue à tous pour ce 10e Forum des partenaires Stimulus. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Karine Gisclard, directrice du développement du groupe Human and Work en France. Avec Stimulus et depuis 30 ans d'intervention pour la santé psychologique au travail, on a vécu ensemble l'émergence de la prise en compte de la question du stress au travail, son impact sur la santé des salariés et la performance économique et sociale des organisations. On a vécu ensemble la conception, l'animation de politiques de prévention des risques psychosociaux et de promotion de la qualité de vie au travail, et tout cela en France, mais également à l'international, au travers de nos implantations en Espagne et en Italie, et aujourd'hui, grâce à notre réseau de partenaires dans 113 pays dans le monde. Donc pour ceux qui nous rejoignent à ce forum des partenaires, petite explication de ce que c'est un rendez-vous annuel. Tous les ans, on vous donne rendez-vous pour prendre le temps ensemble de partager, de croiser nos expériences sur vos principaux sujets de préoccupation. Cette année et depuis l'année 2020, on a vu la mise en œuvre d'un nombre très important de projets qui vont avoir pour conséquence la suppression de près de 68 000 postes en France en 2020 contre 28 000 l'année dernière. C'est une tendance importante. On s'accorde à dire depuis ce matin que l'impact, il est effectivement pour les personnes qui vont partir et quitter les organisations, mais également pour ceux qui restent. Donc des transformations en profondeur qu'on va accompagner, qu'on accompagne déjà, vous et nous ensemble. Le sujet de fait de cette journée est l'accompagnement humain des transformations en période de crise sanitaire. Ce matin, nos retours d'expérience ont porté sur les volets penser les transformations, porter les transformations. Cet après-midi, pendant 1 heure jusqu'à 15 heures, on vous propose une table ronde pour parler ensemble de ceux qui vivent les transformations, comment ils le vivent. On va s'intéresser du coup aux salariés et aux porteurs de projets. Les porteurs de projets, ce sont les RH, les managers et les élus. On en a déjà parlé ce matin. Mais là, on va s'intéresser plus particulièrement à la façon dont ils vivent et comment d'un point de vue de leur santé, de leurs différents rôles, on va pouvoir les accompagner au mieux. Pour cela, je suis accompagnée de 3 de mes collègues, Gabrielle Basquine, Sandrine Carbonnier et Laurence Richard, qui sont respectivement consultantes, psychologues, assistantes sociales et qui ont pu animer pour vous, pour d'autres de nos clients, des dispositifs d'écoute et d'accompagnement des salariés. Donc, ils ont été vraiment en forte proximité des salariés qui vivent ces transformations. L'idée, c'est de vous faire un retour de nos expériences, en relever ensemble les points saillants pour vous donner matière à réfléchir à la façon d'accompagner au mieux toutes ces personnes qui sont impactées maintenant et qui le seront demain. Gabrielle Basquine, que vous voyez, alors je ne sais pas où sur votre écran, mais pour moi c'est en haut, et qui voilà, il nous fait son plus beau sourire. Voilà, pour la voilà, qui va parler comme ça, normalement ma vidéo va remonter. Voilà, Gabrielle va nous parler spécifiquement des populations porteurs de projets, élus, RH et managers. Sandrine Carbonnier, que vous voyez peut-être avec ses lunettes là, et psychologue et consultante depuis de nombreuses années, et nous parlera spécifiquement de ce qui ressort de l'accompagnement psychologique des salariés. Laurence Richard est assistante sociale et elle est responsable de notre pôle d'accompagnement social ici chez Stimulus et abordera avec nous et pour nous le volet social de l'accompagnement des salariés que nous faisons. Pour toute cette journée, le fil rouge de nos interventions est le cinéma. Le cinéma, c'est la méthode d'animation et le fil rouge de la pédagogie chez Stimulus. Donc, on le reprend ici aujourd'hui avec vous. Donc, on va illustrer chacune des interventions par un film, une série, qui, pour chacune de nos intervenantes, illustre le mieux la situation qu'elles vont vous partager.
Ce matin, on s'est intéressé à des films dont les acteurs principaux étaient le rôle de ceux qui pensent les transformations, les comités exécutifs, les DRH et les directions, ceux qui la portent, les cabinets externes, les directions de la transformation qui soient dédiées ou non, et des DRH de transition par exemple, donc des acteurs spécifiques dans ce type de projet. Nos premiers rôles à nous seront ceux qui vivent les transformations, les salariés et les porteurs de projets, les RH de proximité, les élus et également les managers. Je vais commencer par laisser la parole à chacune de nos intervenantes. Gabrielle, quel type de transformation tu vas partager avec nous cet après-midi? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, cet après-midi, je vais parler d'un projet d'accompagnement qui impliquait une restructuration au niveau de l'organisation, des changements d'équipe, des cessations d'activité, enfin une cessation d'activité et par le biais d'un plan de départ volontaire au début puis contraint par la suite, qui impliquait aussi une réduction d'effectifs. D'accord. Toi, Sandrine, quelle est la situation que tu vas nous partager cet après-midi pour parler des salariés? Donc moi, je vais vous parler d'un plan de sauvegarde de l'emploi, donc quelque chose qui pourrait paraître assez classique, donc avec réduction des effectifs en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise et d'optimiser les coûts. La grande particularité est que ce PSE, de son annonce jusqu'à son déploiement, s'est fait en période de crise sanitaire, c'est-à-dire avec des personnes qui étaient déjà en chômage partiel chez elles et donc à domicile et qui ont donc dû traverser tous ces moments et toutes ces étapes et toutes ces émotions de chez elles et non pas au sein de l'environnement de travail comme c'est classiquement le cas. D'accord. Et toi, Laurence, quelle est la situation sur laquelle tu veux nous parler de l'accompagnement social des salariés impactés? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un projet de relocalisation, de déménagement, plus simplement dit, d'un site de production en période de crise sanitaire. Puisqu'on associe souvent les projets de transformation à des PSE, mais il y a des événements qui peuvent être d'apparence moins importante et qui sont quand même susceptibles d'entraîner des répercussions fortes, notamment au plan socio-économique des salariés. D'accord, merci Laurence. Donc là, on est sur effectivement des projets de transformation qui peuvent intervenir en conséquence d'un besoin d'adaptation à un contexte de marché qui préexiste avant la crise sanitaire, donc qui représente un petit peu une lame de fond, mais que va venir perturber, modifier, accélérer la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Donc ça peut être soit un événement déclencheur pour certains secteurs de nos clients comme des entreprises du secteur du tourisme, mais aussi rajouter au cadre de contraintes dans la façon dont on mène un projet de transformation. Pour illustrer vos propos, Gabrielle, quel film ou quelle série, je ne sais pas, as-tu choisi? Alors, plutôt série du coup. En repensant un petit peu, voilà, en regardant dans le rétro, ce qui a fait le plus écho, c'était la série 24 heures chrono. Alors pour ceux qui ne connaissent pas 24 heures chrono, c'est l'histoire de Jack Bauer, qui est un agent du gouvernement au début, par la suite, après il est viré, mais il continue quand même. Et l'idée, c'est chaque saison fait 24 épisodes et chaque épisode représente 1 heure de la journée. Et à chaque fois, Jack Bauer a pour mission alors de sauver le monde, sauver le président. En tous les cas, il doit sauver quelqu'un, mais en même temps, il a des intérêts personnels qu'il faut défendre ou avec lesquels il doit composer. Et du coup, ça fait des journées quand même qui sont hyper denses, mais aussi avec pas mal de conflits, avec pas mal de prises de décision qui ne sont pas simples et avec encore une fois une mission qui a des enjeux très très forts. Donc voilà, pour moi, ce sera 24 heures chrono avec tous les porteurs de projets en Jack Bauer. D'accord, merci. Toi, Sandrine, quel film as-tu choisi? Alors moi, pour le coup, j'ai choisi un film et non pas une série. J'ai choisi Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Et pourquoi ce film? Parce que la temporalité, les différentes étapes qui sont retranscrites de l'histoire de ce groupe d'amis me semblaient pouvoir s'appliquer tout particulièrement à ce que vivent des groupes de collaborateurs confrontés à un PSE. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on est sur effectivement un groupe d'amis qui se connaît depuis des années, qui part en vacances ensemble, qui vit beaucoup de bons et de mauvais moments, qui a ses habitudes, ses codes, ses petits secrets, ses cachotteries.
et surgit un accident de la vie, donc en l'occurrence un accident de la route, qui à un moment donné va ébranler ses fondations, qui va révéler des individualités, qui va aussi soulever le voile qui cachait ses secrets, ses cachotteries, ses petits mensonges. Et du coup, chacun va faire un petit peu comme il peut face à cet événement-là. Et donc, ils vont traverser toutes les étapes difficiles jusqu'à, et là, vous m'excuserez pour ceux qui ne l'ont pas vu pour le spoiler, mais jusqu'au décès de leur ami, qui va être un temps autour duquel le collectif va se ressouder avant de poursuivre sa vie différemment derrière. Et donc, voilà, ce sont ces temporalités-là que je vais essayer de retranscrire à travers mon récit. Merci Sandrine. Toi, Laurence, quel film ou quelle série as-tu choisi? Moi, je suis partie sur un film aussi. Le film s'appelle Ma part du gâteau. C'est un film de Cédric Capiche. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, en fait, il s'agit de l'histoire de France. Alors de France, une personne, pas l'histoire du pays. Une femme qui élève seule ses 3 enfants. Elle travaille depuis une vingtaine d'années comme ouvrière dans une usine et cette usine va fermer et va être délocalisée en Chine. J'ai choisi ce film notamment parce qu'on observe chez le personnage principal, chez France, on va voir les différents niveaux d'impact socio-économique sur son quotidien, avec les questions que je réaborderai tout au long de mon intervention sur comment faire face, quelles sont les questions, est-ce qu'on retrouve un emploi dans le même endroit, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on emmène sa famille, comment on s'autorise à demander de l'aide à sa famille. Donc voilà mon film. D'accord. Merci à toutes les 3. Donc en fait, voilà, de France, Karine Viard, le personnage du film, à Jack Bauer, en passant par la bande, la troupe des petits mouchoirs suite à un accident. Et quel que soit en fait finalement l'endroit où on se trouve dans une organisation au moment où on la vit, cette transformation, c'est autant de défis qui soient individuels et collectifs à relever. Et c'est ce qu'on vous propose de développer à partir de maintenant. Alors avec quel point de départ pour les porteurs de projets, Gabrielle? Alors, pour les porteurs de projets, on en a déjà pas mal parlé ce matin, je pense, contrairement à mes 2 collègues qui vont avoir un point de vue plus collaborateur. Les porteurs de projets ont été évoqués déjà dans la première table ronde par Fabrice, Loïc et Marion, puis par Karine, Anne-Sophie et Brice. Ce sont des personnes qui sont finalement impactées à double titre, puisque effectivement, ils ont un rôle, et ça c'est défini de par leur étiquette porteur de projet, mais c'est avant tout des collaborateurs qui sont eux-mêmes impactés, qui eux-mêmes prennent connaissance parfois, alors ça dépend évidemment, RH, élus et managers, pas à la même temporalité, mais qui vont potentiellement, de toute façon, directement ou indirectement, être impactés par ce projet de transformation à titre personnel, qu'on soit ciblé par le projet ou pas. D'un point de vue émotionnel, on va vivre ça en même temps que tout le monde. Et ce qui rend les choses plus compliquées d'un point de vue individuel, en tous les cas à vivre, c'est le fait d'avoir ce rôle supplémentaire qui fait qu'à un moment donné, on doit puiser dans nos ressources, se mobiliser pour incarner ce rôle. Ce rôle, il va être différent, évidemment. Pour les ressources humaines, par exemple, généralement, une fois que le projet est pensé, quelque part, dans les hautes sphères, dans les cabinets de strat, on confie ça aux ressources humaines. Évidemment, elles peuvent être aussi impliquées sur la phase de penser la transpo, ça dépend en partie de la taille de l'entreprise. Mais à un moment donné, alors, je vais juste me permettre, parce qu'il y a des micros qui sont ouverts, je ne sais pas si c'est que sur mon ordinateur, mais j'entends des petits bruits de fond. Je me permettais cette petite parenthèse et je remercie pour la fermeture des micros. À un moment donné, l'équipe des ressources humaines va hériter de ce projet et va devoir le déployer, le porter tout du long et quelque part, aux yeux des collaborateurs, va devenir un peu le visage de l'organisation. Et les collaborateurs vont avoir du mal à faire la part des choses entre une décision organisationnelle, un besoin organisationnel de se transformer et l'équipe RH qui porte ça. Et généralement, en tous les cas, moi, les équipes que j'accompagne en ressources humaines sont très souvent confrontées à beaucoup d'émotions, surtout au début, beaucoup de colère, beaucoup finalement d'amalgame entre c'est vous finalement qui nous faites vivre ça. Et puis les besoins des collaborateurs dans ces périodes-là, les besoins d'information, encore une fois, il y a un espèce de raccourci qui est pris sur c'est les RH qui doivent nous donner de l'information, ils ne nous la donnent pas, donc c'est de leur faute. Donc il y a quelque part une relation qui est assez tendue. Au niveau des élus,
la base de départ, hein, quand on est sur un contexte de transformation, c'est qu'on a des personnes qui se sont engagées, qui ont pris un mandat pour défendre les intérêts collectifs et individuels des collaborateurs. Donc évidemment, en contexte de, quand on fait une annonce, quand il y a un projet de restructuration, ils sont pleinement dans le rôle et il y a vraiment cette mission de, on doit négocier les meilleures conditions pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. Et face à ça, finalement, ils ont cette grosse responsabilité qui pèse sur leurs épaules de devoir négocier ces conditions tout en étant contraints au processus d'information, consultation et donc à la confidentialité qui l'entoure, et en étant en proximité des collaborateurs en difficulté, donc encore une fois avec une forte charge émotionnelle. Et quant aux managers, le point de départ pour eux, c'est généralement d'apprendre la nouvelle, plus ou moins en même temps que leurs collaborateurs, en tous les cas sur des temps très très proches, d'avoir ce choc et en même temps de devoir se mobiliser pour porter les équipes, pour détecter les collaborateurs qui ne vont pas bien, pour faire avancer, alors évidemment pas à l'instant T, hein, mais voilà, pour continuer à faire tourner cette équipe. Et l'une des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, c'est déjà que ce mouvement finalement de faire avancer l'équipe va à contre-courant de l'équipe qui est plutôt en mode freinage pour digérer la nouvelle. Et puis parfois, le petit twist, c'est qu'en plus, les membres de leurs équipes perçoivent une espèce de théorie du complot où les managers auraient été impliqués dans les décisions qui les concernaient et ne leur auraient pas dit. Et ça vient encore plus compliquer les choses finalement parce que moi, en tant que manager, je suis coincée entre le marteau et l'enclume, je ne l'ai pas décidé, je dois le porter. En plus de ça, je prends la charge émotionnelle de mon équipe. Et donc, voilà un petit peu le point de départ. D'accord. Voilà. Donc une situation de tiraillement en fait. Il y a déjà à la base d'entrée un point d'entrée qui est potentiellement un tiraillement entre le rôle et le fait de subir entre guillemets de la même manière que tout le monde les décisions qui sont prises. Tout à fait. Et évidemment, je ne parle pas, parce que ça va de soi, mais ça va de nuance le disant, de la charge de travail additionnelle de déployer un tel projet sur les porteurs de projets. C'est très mobilisant pour les élus, c'est plein d'heures de délégation. Pour les RH, c'est le double de travail quotidien et la gestion de ce projet. Et puis pour les managers, ça peut désorganiser leur équipe. Donc oui, en effet. D'accord. Donc c'est peut-être un tiraillement qu'on va moins retrouver, quoique, je ne sais pas Sandrine, sur les populations salariées. Alors, en fait, évidemment, toute annonce va être un moment extrêmement difficile. Là, la particularité des plans auxquels j'ai pensé pour pouvoir construire ce récit et cette intervention, c'est que ce sont des plans qui, effectivement, ont été fortement accélérés par la crise sanitaire, c'est-à-dire que la crise sanitaire a vraiment été un accélérateur très puissant en termes de pertes financières. Pour autant, on était sur des métiers, des populations qui voyaient déjà quand même leur avenir s'assombrir un petit peu. On avait quand même des difficultés qui commençaient à s'amonceler un petit peu au-dessus de leur tête avec des politiques nationales et internationales liées au transport, liées à l'écologie, liées à la bascule sur les énergies renouvelables. Et pour le coup, on est sur un secteur d'activité donc qui est notamment le tourisme, qui était déjà très durablement impacté par tous ces facteurs et qui était voué à une transformation notable avant déjà, en amont, cette crise sanitaire. Et bien évidemment, on se retrouve aussi sur des entreprises qui se trouvent dans des bassins d'emploi où il est difficile de retrouver des postes par ailleurs et avec des métiers qui sont difficilement exportables, sauf à s'engager dans une formation au long cours, voire une reconversion. Donc voilà, on est vraiment sur des histoires d'entreprises qui voyaient bien des difficultés venir et des collaborateurs qui voyaient bien les difficultés venir, mais qui ont été extrêmement surpris de la rapidité et de la dureté avec lesquelles les choses se sont accélérées de par la crise sanitaire qui les a heurtés de plein fouet et qui a augmenté également la voilure des impacts humains. D'accord. Et des modalités peut-être justement de communication qui ne sont pas ceux, compte tenu de la crise sanitaire, ceux qui auraient pu être mis en place en marche courante, je dirais, en dehors des restrictions qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, on détaillera un petit peu après, mais effectivement, la grande particularité dans l'accompagnement de ces transformations-là, mais que ce soit pour nous, cabinet de conseil, ou pour les porteurs de projets, les accompagnants, ça a été justement cette communication, cette proximité, ce lien, ce soutien qu'il est déjà difficile de proposer aux collaborateurs qui sont pris dans un bain d'émotions très fluctuant mais très massif. Et là, il a fallu leur apporter cette approche-là, ce soutien-là, à distance. D'ailleurs, sans toujours pouvoir leur apporter, puisqu'on en reparlera, mais toutes les modalités de chômage partiel et autres rendent aussi difficile le contact avec les collaborateurs. Voilà, donc il faut pouvoir s'autoriser. Parfois, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc, l'espace, le terrain de la communication peut être occupé par d'autres instances. Donc, effectivement, là, on avait un sujet clé, majeur, qui s'est posé comme un très, très gros obstacle, qui était donc la communication et l'accompagnement possible auprès de personnes qui, pour le coup, n'étaient pas sur le terrain. D'accord. Toi, Laurence, dans la situation que tu as prise, le point de départ est peut-être un petit peu différencié par rapport à ça. Ton micro, Laurence, pardon. C'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Alors, donc on se retrouve effectivement sur une situation un tout petit peu déportée, puisqu'il s'agit d'une entreprise sous-traitante pour l'industrie de l'aéronautique qui est en pleine transformation depuis 2 ans. Et où il y a déjà eu un certain nombre de changements, de rapprochements qui ont entraîné notamment des changements de métier, des changements d'outils de production, de rythme de travail, et avec des organisations de production et d'équipe qui ont été profondément modifiées, voire bouleversées, je dirais. Ouvrant déjà finalement quelque part la voie aux premières inquiétudes, à la fois sur la santé économique de l'entreprise, sur sa pérennité, et puis un peu, là je rejoins un petit peu ce qu'évoquait Sandrine, c'est qu'on est sur un domaine où on sait que les choses vont être modifiées durablement. Et là, je ne parle pas de la crise sanitaire, mais parce qu'on est en pleine réflexion sur voyager différemment, les énergies alternatives et du coup, beaucoup de questions pour ces sous-traitants-là sur l'aéronautique de demain. Donc ça, c'est pour le contexte. On est dans une configuration où, pour maintenir des coûts de production compétitifs, ce projet de déménagement, de relocalisation, il fait partie vraiment d'une vague qui est initiée depuis 2 ans et qui finalement se met en route début 2020. Et l'idée est donc de transposer un site à peu près 200 km pour regrouper la production sur un même site. Et les collaborateurs impactés sont des collaborateurs qui ont en moyenne une quinzaine d'années de part et d'autre, site arrivant et site de départ. Qui ont une quinzaine d'années d'ancienneté, avec 2 profils très différents. C'est que soit ce sont des personnes avec un niveau de qualification faible, soit ce sont des personnes avec un haut niveau de qualification, mais dont on présage que le domaine d'expertise va se situer finalement sur un secteur d'activité qui sera durablement touché par la crise. En gros, l'employabilité d'hier ne sera pas celle de demain, si je faisais un raccourci. Donc, on est en plein cœur d'un bassin d'emploi caractérisé par un fort taux de chômage en zone rurale et avec déjà des temps de trajet importants pour certains et bien évidemment une vie qui s'est organisée avec l'achat de la maison, voilà, à proximité du lieu de travail du site de départ. Donc, on va regarder un peu tout ce qui va constituer finalement des successions de ruptures qui vont se vivre dans l'isolement, à distance, et qui ont placé chacun dans des contextes d'incertitude, finalement une sorte de, j'allais dire, de chaos perpétuel pour ces salariés-là. Pourquoi j'ai fait le parallèle avec le film? C'est tout simplement, c'est que comme dans le film, on va voir que face au changement, après l'accueil de la nouvelle, l'étape de sidération, l'étape de colère, va venir peu à peu le temps de projection et la question du comment. Et ce comment on fait, nous, dans les services sociaux, pour justement intervenir et essayer de trouver des réponses à ces questions. En fonction de la temporalité du projet. Complètement.
D'accord, merci. Alors, pour dérouler un petit peu plus, voilà, illustrer, vous donner à voir un petit peu plus les situations, les pièges auxquels on se trouve confronté, enfin, où se trouvent confrontées les personnes dont il est question et les ressources qu'ils peuvent retrouver. Gabriel, comment ça se passe pour les Jack Bauer? C'est vrai que jusque-là, par rapport à mes collègues, moi, je n'ai pas du tout évoqué la crise sanitaire, tout simplement parce qu'on ne l'a pas du tout commencé dans un... Alors, on l'a pas commencé dans un contexte de crise sanitaire, c'est vrai et c'est pas vrai. On l'a commencé dans un contexte de crise sanitaire, mais très certainement pas de confinement. Donc, on s'était préparé aux différentes temporalités du plan, aux différents impacts, aux différents besoins qui allaient émerger au fur et à mesure et comment est-ce qu'on allait les accompagner. Mais finalement, tout ça, ça reposait, et Sandrine l'a très justement dit tout à l'heure, ça reposait sur la proximité, c'est-à-dire préserver le lien de confiance. On savait faire, mais avec de la proximité. Les accompagnements, on savait faire, on savait faire, c'est les élus, les RH, les managers, on savait faire, mais en proximité. Le suivi de la charge de travail, on savait faire, mais en proximité. Et tout d'un coup, arrive ce confinement, on est tous propulsés chez nous. On avait prévu tous les accompagnements pour vraiment outiller les porteurs de projets pour qu'ils soient en capacité d'accueillir et de répondre aux besoins des collaborateurs en lien avec le plan. Et tout d'un coup, tout a pris une nouvelle coloration, un peu comme s'il y avait une intrigue dans l'intrigue et que c'était accompagner un PSE quand on est en télétravail avec des enfants à la maison. Ou gérer la charge de travail quand on a ça, ou répondre à des problématiques individuelles, parce que les besoins en fait des collaborateurs à ce moment-là et donc des porteurs de projets, c'était plus évidemment c'était le PSE, ça restait la toile de fond, mais le truc du dessus, c'était s'organiser en contexte de crise sanitaire. Et là, ils ont dû du moins faire évoluer leur pratique, hein, mais vraiment c'est un peu comme Jack Bauer, hein, du coup c'est dans un épisode on commence sur une intrigue, il y en a une deuxième qui se lance, il y en a une troisième qui s'enchevêtre, ensuite on résout la première, et c'était un petit peu ça, il y a eu vraiment ce moment de flottement où tout d'un coup la crise, le confinement a donné une coloration. Et puis, en tous les cas, moi, de ce que j'ai pu observer dans mes interactions avec ces fameux porteurs de projets, c'est qu'à un moment donné, finalement, la crise sanitaire est devenue le sujet principal. C'est-à-dire qu'en termes de modalités, les réunions de négo, ils s'y sont faits, ils les ont fait à distance et ils ont maintenu le calendrier social, les interrogations, les accompagnements collaborateurs, managers, les cellules de reclassement, tout ça, ça a pu être digitalisé, mais finalement, le vrai sujet auxquels il fallait répondre et qu'il fallait accompagner, c'était des sujets en lien avec cette crise sanitaire et tout a été un peu mis de côté ou alors a continué à être teinté de ça et très concrètement, voilà, les porteurs sont crevés, sont sur les rotules, voient pas la fin du truc et reçoivent, et doivent continuer, comme je le disais, hein, leur plus grande ressource, c'est évidemment les gens autour d'eux qui sont bienveillants et qui font tout, mais il y a énormément d'investissements personnels et des échanges que j'ai tant avec les RH que les élus, que les managers à ce moment-là, c'était on n'en peut plus. En fait, ça ne s'arrête pas, ça continue. Oui, la 25e heure, là, elle est de trop, en fait. Oui, c'est ça, c'est 25, c'est 26, ça n'arrête pas. Donc, et puis, le gros problème, et je ne sais pas du tout si c'est à ce moment-là ou pas, mais puisqu'on parle de points d'atterrissage, c'est quel apprentissage aussi est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Et c'est qu'en fait, à force de puiser dans ces ressources, quelque part, de l'entreprise et de notre entourage, on devrait pouvoir recevoir la reconnaissance qui est à la hauteur des efforts investis et on l'a pas déjà parce que les autres sont aussi sur les rotules, on ne l'a pas parce qu'un projet de transformation, j'ai dit, c'est quelque chose quand même d'un peu ingrat quand on est dans un rôle de porteur parce que on doit tirer, on doit pousser, mais on n'est jamais vraiment dans le sens de là où va le collectif généralement. Et c'est vraiment ça, c'est la reconnaissance qui est inversement proportionnelle à tous les efforts qui ont été mobilisés et qui sont perçus comme encore nécessaires pour pouvoir finir de traverser ce tunnel comme ça sans avoir de fin ou en ayant d'ailleurs en tête une fin qui n'est pas forcément plus glorieuse que celle qu'on attendait puisque là on s'attend encore à des conséquences, à des répercussions, des retentissements économiques et humains encore sur un certain moment.
Donc voilà. D'accord. Donc, pour toi, ouais, le rechargement des ressources, ces fameuses ressources si précieuses pour tenir sur la durée, elles peuvent passer par la reconnaissance de l'employeur ou de l'entourage en tout cas. Et c'est pas qu'une reconnaissance, un mot une fois, c'est tout le temps, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi de donner les moyens, c'est outiller, c'est reconnaître régulièrement, pas que les résultats, les efforts, c'est prendre le temps de s'intéresser aussi à comment la personne vit les choses. Alors évidemment, voilà, c'est ça peut être coûteux en termes de temps et en termes de charge émotionnelle pour la personne qui le fait, mais c'est aussi donner l'impression à ces personnes qui portent un peu, à ces Jack Bauer qui portent ce truc depuis un bon moment, de dire, voilà, de les valoriser dans ce rôle-là et de trouver des moyens de les chouchouter et de leur porter une attention toute particulière, qu'ils soient élus managers, parce que charge de travail et charge émotionnelle, là, pour le moment, ne s'arrêtent pas. D'accord. Bah, merci, à bon entendeur. Hein. Sandrine, pour toi, le point d'atterrissage, à aujourd'hui, en fait, on en est où de ce projet-là que tu nous as décrit jusqu'à présent, avec toutes ces phases émotionnelles, rationnelles, etc. Aujourd'hui, c'est où on en est, si c'est un point d'atterrissage, peut-être temporaire, mais en tout cas. La piste d'atterrissage s'est allongée, les négociations ont été reportées, sont toujours en cours. Donc voilà, pour le moment, le temps est pris de pouvoir faire les choses le mieux possible pour accompagner ceux qui restent et ceux qui partent. D'accord, merci Sandrine. Pour toi, Laurence, pour le projet que tu nous as présenté jusqu'à présent, le point d'atterrissage, il est finalisé, c'est-à-dire que les déplacements ont été finalisés. Effectivement, le projet de relocalisation ou de déménagement a bien été mené à son terme. Toutefois, on se rend compte que l'aspect positif, c'est qu'il y a eu une étude de besoin salarié par salarié, une sorte de haute couture qui a pu être mise en place. On reste quand même sur une zone d'activité qui reste durement touchée et la pérennité de l'entreprise n'est pas pour autant très optimiste. En tous les cas, aujourd'hui, économiquement, il y a quand même des difficultés qui restent importantes et un avenir un peu sombre. Un certain nombre de collaborateurs ont pu suivre et finalement n'ont pas au-delà de cette fin d'année, ne sont pas restés sur le site, tout simplement parce que les temps de transport étaient trop compliqués. Les solutions n'ont pas toutes réussi à perdurer dans le temps et on a un bilan un petit peu mitigé pour un certain nombre de collaborateurs. D'accord. Merci à toutes les trois. On arrive au terme donc de cette table ronde. J'espère qu'on a réussi à vous donner à voir la complexité pour ces personnes qui vivent les transformations d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de leur rôle qui dépasse parfois leurs compétences initiales de pourquoi elles sont dans l'entreprise. C'est donc tout ça pas simple du tout. Après, moi, ce que je retiens dans ce qui revient souvent de vos discours, c'est comment, et pour des pistes de réflexion, c'est la communication, la reconnaissance, comment on assure un lien protecteur de la santé psychologique des personnes qu'on accompagne, comment on assure une prise en compte de leurs problèmes préexistants qui vont être renforcés soit par le projet, soit par la crise sanitaire, etc. Comment on crée finalement, mais ça c'est en filigrane depuis ce matin, c'est comme ça, on parle de la confiance. Voilà, comment on crée les conditions malgré toutes ces contraintes et toutes ces embûches, comment on fabrique et on entretient de la confiance avec les différentes parties prenantes d'un projet. Voilà, pour filer la métaphore du cinéma, on n'est pas Panoramix, on n'a pas de potion magique, mais on a dans quelques minutes un atelier animé par Rose pour nous aider à réfléchir ensemble à quel plan d'action on peut mettre en place pour justement accompagner au mieux les salariés et les porteurs de projets dans ces projets d'accompagnement des transformations.
Merci à tous, merci Gabrielle, merci Laurence, merci Sandrine.